créé à partir du néant. Il erra jusqu'à ce qu'il trouve une femme dans un autre pays et l'épousa. De leur union est né tout un peuple, celui qui habite ces terres glacées. On appelle ces hommes les Inuits. Deux localités bordent la côte orientale du Groenland qui s'étend sur 3000 km. Ittoqqortoormiit est un bourg de 500 âmes. Le prochain village se trouve à 800 km. L'hiver est glacial. Le thermomètre descend régulièrement à moins 40 degrés. Jadis, il était fréquent que des hommes et des femmes meurent de froid. Le confort moderne a changé la donne. Maisons bien isolées, chauffage, vêtements adaptés. Même ce recoin du bout du monde bénéficie désormais de la télévision par satellite, d'un réseau de téléphonie mobile et de l'Internet. Andaqwitse a connu une époque bien différente. Comme il ne veut pas que les mythes, contes et traditions d'antan se perdent, il invite régulièrement les jeunes du village chez lui. Dans une maison en terre, comme celle qui protégeait ses ancêtres des tempêtes et du froid, il ressuscite d'anciennes légendes. Avant, tout le monde vivait dans des maisons comme celle-ci. À cette époque, les Inuits croyaient encore que c'étaient les animaux qui choisissaient d'apparaître ou non aux chasseurs. Un chasseur pouvait passer juste à côté d'un ours blanc sans le voir. S'il voulait être chanceux, il devait être juste et respecter les lois de la communauté. Oge Ammekon vit de la chasse, comme ses ancêtres. Cette fois, il emmène son fils Danny avec lui. Le jeune garçon va être séparé de sa mère. La chasse est une affaire d'hommes et se pratique avec des traîneaux à chiens comme le veut la tradition. Les enfants inuits apprennent en regardant. L'âpre lutte pour la survie se passe de longs discours. Pour l'attelage des chiens, qui peuvent à tout moment devenir violents et même incontrôlables, mieux vaut rester vigilant que de se perdre en explications. Le jeune garçon préfère garder ses distances. Le but du voyage est de rapporter de la viande pour toute la famille. Mais pour Danny, c'est bien plus encore. Une immersion dans le passé de son peuple quand les aînés racontaient le monde lors des longues nuits d'hiver. Autrefois, le soleil et la lune vivaient sur la terre. Ils étaient frères et sœurs. Durant l'hiver, lors de la grande nuit polaire, hommes et femmes s'aimaient toutes lampes éteintes. Puis, chaque homme reconduisait sa belle sur le pas de sa porte et allumait des flambeaux pour voir avec qui il avait passé la nuit. Un beau jour, lorsque le soleil éclaira sa partenaire, il vit que c'était la lune, sa sœur. Il eut honte et s'enfuit. Sa sœur le suivit. Tous deux tenaient à la main leurs flambeaux allumés.
Soudain, alors qu'ils couraient droit devant, ils furent emportés par le vent et se dirigèrent vers le ciel. Mais la lune tomba, son flambeau s'éteignit et n'éclaira presque plus rien. Le soleil dont la torche resta allumée est lumineux et chaud. La lune dont la torche ne fait plus que rougeoyer éclaire un peu, mais sans émettre de chaleur. Dans le ciel où ils vivent désormais, leur maison est divisée en 2 pièces. En plein été, le soleil est dehors jour et nuit. La terre devient magnifique et s'illumine de toutes les couleurs. À côté de sa splendeur, nul ne prête attention à la lune blafarde. Mais l'hiver, durant la longue nuit polaire, l'ambiance devient lugubre. La seule lumière est celle de la lune. Comme elle veut faire plaisir aux hommes, elle s'efface de temps à autre et leur envoie des animaux à chasser. C'est pour cela qu'on dit à la nouvelle lune « Merci pour ses proies ». Les Inuits chassent à plusieurs depuis la nuit des temps. Le père et son fils ont rendez-vous avec l'oncle de Dany sur la banquise. Hjalmar Ameken est l'un des chasseurs les plus expérimentés d'Itokotormit. Quand il était petit, Åge a beaucoup appris à ses côtés. Les 2 hommes sont très proches. Ils se saluent pourtant sans effusion, à la façon des Inuits. Le trio part chasser le bœuf musqué. Si le temps se maintient, ils atteindront leur territoire de chasse d'ici 2 jours. En motoneige, ils ne mettraient que quelques heures, mais Åge et Hjalmar ne veulent pas en entendre parler. Ils voyageront en traîneau comme leurs ancêtres. C'est l'une des plus importantes traditions inuites. Sans les chiens, les hommes n'auraient jamais pu survivre dans ce désert glacé. Les chiens du Groenland sont des loups domestiqués. L'homme qui conduit le traîneau est leur chef de meute. Ces chiens sont extrêmement endurants. Ils aiment courir et sont faits pour cela. Ils peuvent parcourir jusqu'à 10 000 km en un seul hiver. Les chasseurs ont atteint leur premier campement pour la nuit. Après plusieurs heures passées dans le froid, Dany a hâte de se mettre au chaud. Mais il faut d'abord décharger le traîneau. Pas facile avec les gros gants. Mais il vaut mieux ne pas les enlever. À moins 20 degrés, les doigts pourraient geler en quelques minutes et devenir totalement insensibles. Dany déchante en voyant la neige qui s'est amoncelée dans l'entrée de la cabane lors de la dernière tempête. Il est déçu, mais ne le montre pas. Se plaindre ne sert à rien. Les enfants inuits l'apprennent dès leur plus jeune âge. Il vaut mieux regarder comment son père va régler le problème. Ça n'a pas l'air si compliqué.
Danny se met au travail. Pelleter la neige est fatigant pour un garçon de 9 ans, même s'il ambitionne de devenir chasseur. Heureusement, l'oncle Hjalmar est là. Danny estime qu'il a bien mérité une pause. Son père n'est pas de cet avis. Hjalmar a dégagé l'entrée, mais avant de pouvoir se réchauffer, il faut d'abord nourrir les chiens. Åge leur donne de la viande de phoque congelée qu'ils dévorent sans problème. Les hommes sont obligés de tuer des phoques régulièrement pour nourrir leurs chiens. Hjalmar a aussi des croquettes achetées au supermarché. Peu à peu, le silence s'installe. En chemin, j'ai vu un gros bœuf musqué sur la montagne. Où ça? Pas loin du fjord. Il est parti dans cette direction. Il devrait être quelque part de l'autre côté des montagnes. Tu as froid aux mains, Danny? Oui. Pourtant, il ne fait pas si froid que ça aujourd'hui. Bouge davantage, ça t'empêchera de geler. Mais plus personne n'a envie de bouger. Les chiens, les hommes et surtout Danny sont épuisés. Il est temps de disposer les fourrures pour la nuit et de se reposer. À l'intérieur, la température est encore inférieure à 0. Pas de poêle ici. Dans cette partie du nord du Groenland, il n'y a pas d'arbres. Le bois est une denrée rare. Pour se chauffer, les hommes n'ont qu'une lampe à pétrole et 2 petits réchauds. Lesquels diffusent en quelques minutes une chaleur agréable. Danny, tu veux devenir chasseur quand tu seras grand? Oui. Alors, je vais te raconter une histoire. Quand j'avais à peu près ton âge, je suis parti chasser le phoque avec mon père et un chasseur plus âgé du village. On s'est installé sur le bord de la banquise et on a attendu. Il faisait encore jour, mais mes 2 compagnons se sont endormis. J'étais le seul à être éveillé et je faisais le guet. Tout à coup, j'ai vu des phoques arriver. Je suis retourné au traîneau, j'ai pris le fusil de mon père et j'ai tiré.
J'étais surexcité, et comme j'étais inexpérimenté, j'ai tiré à côté. Mais à force, j'ai fini par toucher un phoque. Il était énorme. Chez les Inuits, la tradition veut que, quand un garçon tue son premier animal, le chasseur le plus âgé qui l'accompagne garde le meilleur morceau. Mais l'ami de mon père n'a pas réclamé son dû et m'a laissé rapporter le phoque tout entier à la maison. Une tempête s'est levée durant la nuit. Ces brusques changements de temps n'ont rien d'exceptionnel dans l'Arctique. Les chasseurs n'ont pas d'autre choix que de rester à l'abri en attendant. Les chiens sont habitués aux intempéries. Ils vivent dehors depuis qu'ils sont nés. Pour se protéger du froid, ils laissent la neige les ensevelir et attendent patiemment la fin de la tourmente. En milieu de matinée, la tempête se calme. Le ciel se dégage comme si rien ne s'était passé. Les chasseurs supposent qu'un grand troupeau de bœufs musqués vit dans les montagnes et veulent y arriver aujourd'hui. Même par temps clair et ensoleillé, il fait très froid dans l'Arctique. Aujourd'hui, moins 30 degrés. Danny doit protéger la peau de son visage s'il ne veut pas qu'elle gèle. Ces vastes étendues sont exclusivement faites de glace. Pas de terre au-dessous, mais 400 mètres d'eau. Lorsque la couche de glace est trop fine, les Inuits ne peuvent pas rejoindre leur territoire de chasse l'hiver, ce qui arrive de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Åge et Hjalmar n'ont besoin ni de boussole ni de GPS. Ils connaissent la région par cœur et s'orientent de mémoire en se fiant à quelques repères et à la position du soleil. Åge a découvert quelque chose dans la neige. Regarde, des empreintes d'ours. Elles ont l'air fraîches. Ils ont dû passer par là il n'y a pas longtemps. Il y en a une plus petite. C'était une femelle avec son petit. Pour les chasseurs, l'ours blanc est tabou. C'est une proie de choix au Groenland, mais sa chasse est strictement réglementée pour conserver les populations. Les femelles avec des petits sont protégées. Les jeunes restent auprès de leur mère pendant 2 ou 3 ans, le temps d'apprendre à survivre dans l'Arctique.
L'hiver, les ours se déplacent sur la banquise et chassent les phoques. Le petit a faim, mais la femelle ne semble pas être d'humeur à chasser. Il opte alors pour le plan B. Bien que les oursons puissent manger de la viande dès l'âge de 4 mois, la mère continue à les allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans. Les Groenlandais admirent ces majestueux prédateurs. Certaines légendes racontent que les hommes et les ours blancs se sont aimés et multipliés. Les Inuits se considèrent comme des parties intégrantes de la nature, et non pas comme des maîtres de la nature. Après un long et dur hiver, les renards polaires s'apprêtent à accueillir le printemps. Il est encore trop tôt pour s'accoupler. Il n'empêche que ces deux-là semblent avoir des choses à se dire. Mais s'agit-il de vrais renards? D'après les croyances inuites, on ne peut jamais en être sûr à 100%, puisque certaines créatures ont le pouvoir de se métamorphoser. La frontière entre l'homme et la bête est très poreuse. Il était une fois un chasseur qui vivait seul. Il n'avait pas de femme pour l'aider à découper la viande lorsqu'il rentrait de la chasse. Un jour, il découvrit un renardeau. Il décida de lui laisser la vie sauve, le captura et le ramena chez lui. Il lui jetait des os à manger. Le renardeau grandit et devint un renard adulte en pleine santé. Un soir, alors que le chasseur rentrait de la chasse, il eut la surprise d'apercevoir une jeune fille près de sa maison. Elle était très jolie, avec de longs cheveux noirs. Il la porta à l'intérieur et la prit pour épouse. Le soir venu, ils s'allongèrent côte à côte et bavardèrent gaiement. Mais lorsqu'elle sourit, l'homme remarqua que ses dents étaient fêlées et couvertes de stries. Lorsqu'il lui en demanda la raison, elle répondit « C'est ta faute. Tu ne me donnais que des os à manger. » L'homme ne comprit pas l'allusion. Au bout d'un moment, il sentit une odeur très forte et demanda à sa femme « Sais-tu ce qui sent si fort ?» C'est comme s'il y avait un animal quelque part dans la maison. La renarde eut honte, car elle savait que l'odeur émanait d'elle. Elle se glissa de nouveau dans son pelage de bête, sortit de la maison et disparut dans l'obscurité. L'homme suivit sa trace et remarqua que seule l'empreinte gauche était humaine. La droite était celle d'une patte de renard. Après un certain temps, il ne trouva plus que des traces de renard. Déjeuner sur la banquise. Pour les chiens, c'est l'occasion de se reposer un peu. Pour les hommes, celle de reprendre des forces. À la bonne franquette, du thé chaud, des biscuits et de la viande séchée.
Dès qu'ils auront tué leur premier bœuf musqué, ils pourront passer à la cuisson de bonnes côtelettes. Oge et Hjelmar se concertent pour trouver le meilleur itinéraire. Hjelmar guette les bœufs musqués. Le nom inuit du bœuf musqué est Umimak, qui signifie l'animal dont la toison est comme une barbe. Malgré leur nom, ces animaux préhistoriques s'apparentent aux chèvres et aux moutons. Dans cet environnement ingrat, les géants de 400 kg se nourrissent exclusivement de mousse et de lichen enfouis sous la neige. L'hiver, ils se rassemblent en troupeaux d'une centaine d'individus. Il est plus facile de piétiner et de gratter la neige à plusieurs, et cela permet de réduire leurs dépenses énergétiques au strict minimum. Toutefois, en ce début du mois de mars, les jeunes mâles déploient une belle vigueur printanière et s'entraînent pour de futurs combats. Pour l'instant, ce n'est qu'un jeu. La période de rut ne débutera qu'en juillet. Dans la soirée, Oge, Hjelmar et Dany atteignent leur destination. Mais il est trop tard pour aller chasser. Dany est frigorifié. Il rêve de se glisser sous une couverture bien chaude. Mais il faut d'abord monter la tente. La prochaine cabane est bien trop loin. Les chiens creusent la neige pour dormir. Ils font leur lit bien plus vite que les humains. Dormir sous une tente n'est pas sans risque dans l'Arctique. Un ours blanc peut surgir à tout moment. Les Inuits ont l'habitude du danger et savent qu'ils peuvent compter sur leurs chiens. Si un ours s'approche, ils le sentiront et donneront aussitôt l'alerte. Dany donne un coup de main, mais n'est pas vraiment à ce qu'il fait. Il est peut-être déjà en pensée à la chasse aux bœufs musqués. Son père veille aux petits détails, comme lui éviter d'avoir les pieds mouillés. Le silence règne de nouveau. Les trois compagnons ont besoin de peu de mots pour se comprendre. Il sera bien temps de parler plus longuement une fois que le réchaud aura donné un peu de chaleur. Dany,
Danny, tu veux toujours devenir chasseur quand tu seras grand? Ouais. Tu auras une existence rude, mais tu seras très heureux. Le principal pour devenir un bon chasseur, c'est de respecter les proies. Tu ne dois pas en tuer trop, sinon tu ne pourras pas rapporter toute la viande à la maison. Et les animaux seront morts pour rien. Si tu veux devenir un bon chasseur, tu ne dois jamais oublier cette règle. Le respect de la nature est le fondement de la pensée inuite. Jadis, ils étaient livrés à ses caprices. La moindre erreur pouvait leur être fatale. C'est sans doute la raison pour laquelle leurs contes finissent mal en général. Il était une fois un troupeau de bœufs musqués qui avaient retiré leur toison. Ils étaient en train de la frotter dans la neige pour adoucir la laine et assouplir le cuir. Et tout en faisant cela, ils chantaient les louanges de leur pays. Ils chantaient la beauté de leur terre, l'éclat du soleil et le bonheur de vivre dans les montagnes. Soudain, ils entendirent au loin des aboiements. Et voilà, ce sont les bœufs musqués. Tu les vois? Danny, viens voir. Conscients du danger, les bœufs renfilèrent leur toison et s'enfuirent. Mais les chasseurs et leurs chiens les talonnaient. Les bœufs musqués ont senti les chiens et s'enfuient en direction des montagnes. Les chasseurs auront du mal à les suivre avec leurs lourds traîneaux. Ils libèrent leurs meilleurs chiens qui se lancent aussitôt à la poursuite des bêtes. Le chien de tête de Yelmar réussit à isoler 4 animaux du reste du troupeau. Les chiens doivent les immobiliser avant l'arrivée des chasseurs. Acculés, les bœufs tentent de repousser les chiens à coups de corne.
Les bœufs musqués crurent qu'ils pourraient mieux se défendre en se réfugiant en haut d'une colline. Mais à peine étaient-ils arrivés que les chasseurs les avaient déjà rejoints. Ces géants étaient des proies faciles, car on entendait leurs chants de loin. Selon les croyances ancestrales des Inuits, lorsqu'un animal meurt, son âme part en quête d'une nouvelle terre. La première grande chasse de Dany a été un succès. Les hommes ont tué 4 bêtes, soit la quantité de viande maximale qu'ils peuvent rapporter sur leur traîneau. Mais abattre les bêtes est une chose, les transporter jusqu'en bas de la montagne en est une autre. Par chance, Dany est en compagnie de 2 des chasseurs les plus aguerris de l'est du Groenland. Les 2 frères et l'enfant rentrent chez eux. Après 5 jours passés en pleine nature, Dany est heureux de retrouver sa maison. Au village, les corbeaux sont aux aguets. Ils voudraient bien une part du gâteau. Durant l'hiver arctique, les oiseaux se rapprochent des habitations pour y trouver de quoi manger. Ils n'hésitent pas à fouiller les poubelles. Deux lièvres variables cherchent aussi leur pitance parmi les ordures. Normalement, les corbeaux ne passent pas l'hiver sous ces latitudes. Ils volent vers le sud pour trouver de la nourriture sur les côtes, libres de glace. Ici, les oiseaux ne sont pas chassés. L'an dernier, un couple de grands corbeaux a même niché dans une falaise juste derrière les maisons. Les corbeaux sont des oiseaux très sociables et les couples se forment pour la vie. Même les amitiés durent longtemps. Ils consolident leurs liens lors d'acrobaties aériennes. Dans les récits inuits, le corbeau n'est jamais associé à la mort ou à la magie noire. Au contraire, c'est lui qui aurait créé le monde à partir de mottes de terre. En revanche, il lui arrive de surestimer ses forces. Il était une fois un corbeau qui s'était épris d'une oie. « Viens avec moi, ma belle. »« Va-t'en » lui répondit l'oie. « Tu es trop petit et trop faible pour moi. » Mais le corbeau la courtisa de plus belle. L'oie finit par céder et l'épousa. À l'automne, les oies se rassemblèrent pour migrer vers le sud.
« Reste ici, ma femme, ne me laisse pas seule !» lui cria le corbeau. Mais les oies s'étaient envolées depuis longtemps. Le corbeau n'eut pas d'autre choix que de les suivre. Au début, il était optimiste car il s'estimait fort et courageux. Mais bientôt, il ressentit le besoin de se reposer. « Attends-moi, ma chère femme !» Les oies crièrent. « Nous devons continuer. Nous n'avons pas le temps de t'attendre. » Le corbeau se sentait de plus en plus épuisé. Désespéré, il chercha un endroit où se poser, mais il n'y avait que la mer au-dessous de lui. Il continua donc de voler, s'affaiblissant de plus en plus. Finalement, ses dernières forces l'abandonnèrent et il sombra dans les flots. Autrefois, les Inuits étaient convaincus que tous ces récits relataient des événements réels. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Ce sont les souvenirs d'un monde révolu. Des jours anciens, comme disent les habitants d'Itokotormit. Ils ont connu de grands bouleversements en très peu de temps. Il n'est pas toujours facile de s'adapter. Pour le moment, c'est le cadet des soucis de Danny. Il est impatient de raconter les péripéties de son voyage à sa mère. Mais un jour, il suivra son propre chemin. Saura-t-il transmettre les récits de ses ancêtres, leur respect de l'âme animale et leur connaissance de la nature ? Une chose est sûre, sa première chasse restera à jamais gravée dans sa mémoire.